la prochaine présentation, c'est d'Apolline Benoît, qui est candidat au doctorat à l'Université de Sherbrooke. Vous m'entendez? Oui, on t'entend très bien. Vous voyez bien la Très bien ta présentation? Parfait. Donc, bonjour à tous. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter une partie de mon premier objectif de thèse qui porte sur l'évaluation de la fixation biologique de l'azote par le bois mort des forêts boréales de l'Est du Canada. Donc, juste pour vous remettre brièvement dans le contexte, vous devez le savoir, on a quand même une prépondérance de la forêt au Canada, puisqu'on est le pays avec le plus de forêts, de superficie de forêt par habitant, avec environ 10 hectares par habitant. Et la majorité de cette forêt est boréale, puisqu'environ 80% de cette forêt est donc composée de forêts boréales. On retrouve environ 30% de cette forêt boréale au Québec, et elle recouvre environ 50% du territoire québécois. Une des premières particularités de la forêt boréale est qu'elle est considérée comme un puits à carbone. D'un côté, elle fixe une grande quantité de dioxyde de carbone via la fixation photosynthétique, et ça permet de fixer environ 0,5 pétagramme de carbone par année. Et ce carbone est ensuite stocké dans la biomasse, majoritairement dans la biomasse morte et dans les sols, puisque la respiration est faible et la décomposition de la matière organique est lente. Une des deuxièmes particularités de la forêt boréale est que c'est un écosystème qui est limité par l'azote. Malgré que les sols soient riches en azote, l'azote est sous une forme non biodisponible pour les organismes vivants. Et une des deuxièmes particularités est que les entrées d'azote sont faibles dans cet écosystème. Le premier type d'entrée d'azote se fait sous forme de dépositions azotées, telles que des pluvio-lessivats ou des dépositions sèches. Et la deuxième entrée se fait via la fixation biologique de l'azote, qui correspond à la réduction du diazote atmosphérique en ammoniac. Et on considère que la FBA, qui s'effectue dans différents compartiments de la forêt, tels que les bryophytes, le bois mort ou la litière, permet de faire entrer environ 3 kg d'azote par hectare et par année. Un des composants structurels importants de l'écosystème forestier boréal qui est impliqué dans le cycle du carbone et de l'azote est le bois mort. Il participe, par exemple, à fixer environ 40 téragrammes de carbone par année. Il est également un composant structurel important dans le maintien de la biodiversité, puisque environ 25% des espèces de la forêt sont considérées comme reliées au bois mort, telles que des oiseaux, des champignons ou des bryophytes. La FBA s'effectue également dans le bois mort, puisqu'on considère que cette matrice organique permet de faire entrer entre 85 grammes et 2 kg d'azote par hectare et par année. Mais comme vous pouvez voir, ces estimations sont plutôt variables et les principales études qui sont effectuées dans ce domaine proviennent soit de la Scandinavie, soit du Canada de l'Ouest sur la côte Pacifique. Il faut savoir que différents facteurs peuvent rendre ces estimations variables. D'un côté, on peut avoir une quantité de bois qui est variable sur les différents sites. On peut avoir également un climat qui est variable. Par exemple, au niveau de l'Ouest canadien, de la côte Pacifique, on va avoir un climat beaucoup plus chaud et humide que le reste du Canada. On peut également avoir une gestion des forêts qui va être différente. En Scandinavie, par exemple, on considère que la forêt est beaucoup plus aménagée qu'au Canada. On se rend compte également dans la littérature qu'il n'y a pas de données qui proviennent de l'Est du Canada, soit du Québec. Il y a également des biais méthodologiques qui ne permettent pas de confirmer si les bois morts contribuent de manière négligeable ou importante aux entrées d'azote dans l'écosystème forestier boréal. Le premier biais méthodologique est la non-inclusion du bois mort souterrain. Donc, lorsque le bois mort tombe sur le sol, il peut, après quelques années de décomposition, se retrouver sous la couche de bryophyte ou dans le sol. Et dans la plupart des études, il n'est pas inclus dans le bilan d'azote. Alors que le peu d'études qui l'ont étudié ont permis de rendre compte qu'il pouvait faire entrer environ 2 kg d'azote par hectare et par année. Le deuxième biais méthodologique qui peut justifier ces estimations variables est qu'on ne va jamais mesurer directement en fait, la fixation biologique de l'azote. On va utiliser un proxy qui s'appelle l'ARA ou la réduction d'acétylène. Et donc, on a besoin d'avoir un facteur de conversion pour convertir les données en fixation d'azote. Et ce facteur de conversion peut varier selon de nombreux paramètres, tels que les conditions d'incubation, donc la température, la durée d'incubation, l'humidité, ou encore il peut varier au cours de la décomposition. Et il faut savoir que dans 64% des études présentes dans la littérature, ce facteur de conversion est assumé à une valeur théorique de 3 et il n'est pas mesuré expérimentalement.
Donc, l'objectif de l'étude, c'était dans un premier temps d'évaluer la contribution du bois mort aux entrées d'azote, donc dans des forêts représentatives de l'écosystème boréal au Québec. Et dans un deuxième temps, c'était d'évaluer l'impact des biais méthodologiques sur l'extrapolation précise des données d'azote. Donc, comment j'ai fait ça? Tout d'abord, j'ai choisi des sites qui étaient représentatifs de la forêt boréale au Québec. Donc, j'ai choisi des sites qui étaient suivis par le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs depuis 20 ans pour avoir des données consistantes. Donc, dans un premier temps, il y avait le site de la Flatte, qui est une sapinière à bouleau blanc, principalement peuplée de sapins momiers. Et le deuxième site que j'ai choisi était le site de Tiras, qui est une pessière à mousse, principalement peuplée d'épinettes noires. Sur ces sites-là, j'ai fait dans un premier temps un inventaire du bois mort pour quantifier la biomasse morte sur les parcelles choisies. Donc, ça m'a permis d'obtenir une quantité de bois mort en kilos par hectare pour convertir les données d'activité par gramme de bois en activité par hectare. Ensuite, sur ces sites-là, j'ai échantillonné le bois mort après avoir classé les différents troncs d'arbres selon la classification de Peel et Brown de 1998, qui est la classification qui est utilisée dans la plupart de la littérature sur le bois mort. Donc, j'ai prélevé des disques et je les ai ensuite ramenés au laboratoire pour effectuer différentes analyses. La première analyse que j'ai faite, c'est la méthode de la réduction de l'acétylène, donc l'ARA. Donc, brièvement, pour faire ça, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on découpe le bois mort en petits morceaux, on les met dans des pots maçons qu'on ferme hermétiquement. On introduit une certaine quantité d'acétylène, puis après une durée optimale d'incubation, on va pouvoir mesurer l'éthylène qui est produit par chromatographie en phase gazeuse ou GCFID. Ensuite, pour évaluer les facteurs de conversion entre l'ARA et la FBA, j'ai effectué des incubations donc, en parallèle avec du diazote marqué, donc du diazote 15, pour ensuite mesurer l'azote 15 qui a été assimilé dans le bois mort et le mesurer par analyse élémentaire associé à un spectromètre de masse à ratio isotopique. Donc, grâce à cette mesure-ci, on va pouvoir extrapoler les données qui étaient en nanomol d'éthylène par heure et par gramme de bois, en grammes d'azote par heure et par gramme de bois. Et grâce à la quantité de biomasse que j'ai quantifiée sur mes différentes parcelles, je peux convertir les données de grammes d'azote par heure et par gramme de bois en grammes d'azote par hectare et par année. Donc, les premiers résultats que je vous montre ici sont les résultats de la production d'éthylène, donc un nanomol d'éthylène par heure et par gramme, pour différentes classes de décomposition du bois mort de surface. Donc, j'ai seulement représenté les classes de décomposition qui fixent le plus et le bois mort souterrain. Donc, on peut voir en bleu l'épinette noire et en orange le sapin maumee. Donc, le premier point qu'on observe, c'est que la réduction d'acétylène diminue avec la décomposition, avec un effet significatif pour la fin de décomposition. Et par contre, on n'a pas d'effet significatif de l'essence d'arbre, en tout cas pour la réduction d'acétylène pour le bois mort de surface. Si on regarde le bois mort souterrain, on va avoir une activité beaucoup plus variable qui va diminuer pour l'épinette noire. En fait, je pense que je vais te mettre un pointeur de mémoire comme ça. Excusez-moi. Donc pour l'épinateur, on peut voir que l'activité va diminuer, va être plus faible que le bois mort de surface, alors que pour le sapin maumee, on va obtenir une activité beaucoup plus intermédiaire par rapport au bois mort de surface. Ce qui peut expliquer cette différence d'activité entre les différentes classes de décomposition, c'est principalement la communauté des bactéries qui fixe l'azote atmosphérique, qui peut varier en diversité et en abondance selon la décomposition, puisque les caractéristiques du bois vont changer au cours de la décomposition. Maintenant, je vous présente les résultats du facteur de conversion, donc du R ratio, selon la décomposition, que pour le sapin baumier, puisque j'ai mesuré ça que pour le sapin baumier, et pour les bois morts de surface. Et ce qu'on peut voir, c'est que le facteur de conversion va diminuer au cours de la décomposition avec d'un facteur environ 2,5, avec un effet surtout significatif pour la classe 5. Et donc, ces deux résultats couplés ensemble permettent d'obtenir la fixation biologique de l'azote, donc en grammes d'azote par hectare et par année, pour le bois mort de surface avec un R ratio donc théorique de 3, pour le bois mort de surface avec le bois mort souterrain avec également le R ratio théorique de 3, comme ce qui est présenté dans la littérature dans 65% des cas. Et enfin, la fixation biologique de l'azote pour le bois mort de surface et le bois mort souterrain avec le R ratio, donc le facteur de conversion réel que j'ai mesuré pour le bois mort de surface. Donc, ce qu'on peut voir dans un premier temps, c'est que lorsqu'on inclut le bois mort souterrain au bilan d'azote, on va avoir une augmentation de plus ou moins 30% du bilan d'azote. Ce qui affecte principalement ce bilan-là, c'est qu'entre le bois mort de surface et le bois mort souterrain, on avait une quantité de biomasse différente
selon les sites et selon l'essence d'arbre. Donc, ça va affecter le bilan qu'on a effectué. Et lorsque l'on s'intéresse au biais que le facteur de conversion amène lorsqu'on évalue la FBA, on peut voir qu'on a un biais de l'ordre de 200%, puisqu'on peut monter jusqu'à environ 123 grammes d'azote par hectare et par année avec le R ratio, le facteur de conversion réel du bois mort de surface. Il faut savoir que si le R ratio, le facteur de conversion n'a pas été mesuré pour le bois mort souterrain, mais si on considère que le bois mort souterrain est un bois qui est proche d'un bois de fin de décomposition, on pourrait augmenter ce bilan d'azote à environ 400 grammes d'azote par hectare et par année, ce qui est non négligeable. Donc, pour conclure rapidement, il faut savoir que cette première étude qui a été faite dans l'Est du Québec permet de rendre compte que le bois mort contribue de manière significative à faire rentrer de l'azote dans l'écosystème forestier, malgré que cette contribution semble faible. Les biais méthodologiques que j'ai décidé de tester nous permettent de rendre compte qu'on a une sous-estimation majeure de la FBA par le bois mort, avec un biais vraiment significatif pour le facteur de conversion, un biais un peu plus négligeable pour la prise en compte du bois mort souterrain, puisque ça va dépendre des sites et des essences d'arbres qui sont étudiés. Sachant que je vous rappelle que dans 64% des études, le facteur de conversion il va être assumé et pas mesuré. Et donc, le message qu'il faut retenir, c'est qu'il est essentiel de mesurer le facteur de conversion et de prendre en compte tous les types de bois morts, de surface et souterrain, pour effectuer un bilan d'azote précis à l'échelle de l'écosystème forestier boréal. Donc, je vous remercie pour votre attention. Et donc, je remercie également les organismes subventionnaires qui ont permis la mise en place de ce projet de recherche et également les collaborations et le CEF de me permettre de présenter ces travaux-là aujourd'hui. Merci Apolline. Donc, je vous remercie à tous les trois présentateurs beaucoup pour votre présentation d'aujourd'hui. Et on peut démarrer maintenant la période de discussion. Donc, je vous rappelle que si vous avez des questions pour n'importe quel présentateur, vous pouvez la poser directement en ouvrant votre microphone et en levant la main, ou sinon la poser sur la chat. Donc, Serge, je pense que tu avais ouvert ton microphone. Oui. Tu avais posé une question, donc? Oui, bonjour. Moi, j'ai une question pour Jean-Philippe. Peut-être c'est une question, commentaire, je ne le sais pas vraiment. Mais Jean-Philippe, tu as parlé qu'il y avait des sécheresses tôt dans la saison et à mi-saison. Est-ce que tu pourrais mieux identifier la période environ de ces sécheresses-là? Oui, exact. Les indices de sécheresse pour le premier site Normandin, je ne sais pas si je suis mieux de partager mon écran, mais Normandin, le premier site, l'indice de sécheresse était haut à partir premièrement, de la fin de la saison de croissance passée aussi, puis le début de la saison de croissance, donc avril, mai, puis début juin, tandis que pour le site Watford, c'était juin, juillet, jusqu'à août. C'est sûr que la croissance des arbres, normalement, à août, commence pas mal à être terminée, sauf qu'il y a plusieurs... Je sais qu'on a fait une analyse de corrélation entre les indices de sécheresse puis la croissance radiale. Puis la croissance radiale, au niveau des deux sites, répondait beaucoup à l'indice de sécheresse, même au niveau du mois d'août. Donc, c'est ça, ça allait jusqu'au mois d'août. Juin, juillet, août là, pour le deuxième site, sinon c'était jusqu'en juin pour le premier site. Donc, en effet, tu réponds bien à la question que c'était, évidemment, je voulais soulever en effet, c'est un petit peu pour te connecter avec la présentation à Valentina, dans laquelle on avait vu que la croissance vraiment a lieu probablement en mai, juin, un petit peu de juillet. En août, ça me semble peu probable. Il pourrait y avoir quelques cellules de bois final, mais ça ne donnerait pas vraiment un gros volume aux croissance radiale. Oui, exact. Mais je vois que, évidemment, si tu parles d'une sécheresse avril-mai, c'est certain qu'il va avoir un impact, ça c'est certain. Juin, juillet, il peut avoir encore un impact. Donc, ça répond bien à mes questions. Donc, merci Serge. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour les présentateurs? En attendant que vous réfléchissez à des questions potentielles, j'avais une question aussi pour
pour Valentina, par exemple, parce que dans la présentation, on voit bien que les variations ponctuelles de croissance dépendent très peu des variables météorologiques qui sont qui précèdent d'épais cette croissance finalement. Donc il y a une influence à court terme qui semble être peu significative. Et je me demande si cela peut dépendre aussi de comment on utilise les variables climatiques, parce qu'on suppose un même effet durant n'importe quelle phase phénologique, mais ça se peut aussi qu'il y a un effet qui peut varier durant la saison de croissance. Ben oui, en effet, il y a un effet qui varie. Ça, c'est quelque chose aussi qui dépend de l'espèce, parce qu'en effet, ça ne se passerait pas du tout de la même façon chez le sapin. Le sapin est beaucoup plus réactif. Ça fait même à des changements plus ponctuels, ils répondent. C'est juste que les binettes noires, ils poussent très peu. On a une quinzaine de cellules qui sont produites à chaque année. Ça fait que finalement, il est très prudent. Mais c'est vrai que même chez les binettes noires, il y a des périodes qui sont plus importantes au niveau... Il y a des périodes dans lesquelles il est plus réactif, comme au début. C'est l'activité cambiale, par exemple. Elle est assez sensible, mais dans mon étude, elle n'est pas étudiée. Je n'ai pas considéré l'activité du cambium, que c'est la division cellulaire, et qui, après, elle va faire une grosse partie de la productivité. Donc, la dimension de la productivité, elle n'est pas considérée dans l'étude, parce que c'était juste de voir comment est-ce que le développement répondait un peu, comment est-ce que la microdensité répond au développement et aux variables environnementales. Après, c'est pas parce que les coefficients ils sont petits qu'ils sont négligeables. Il faut considérer que quand on met tous ensemble, c'est sûr que des variables endogènes, elles vont avoir un poids plus fort. Mais on voit quand même qu'ils ont des effets différents. Et ça, c'est très important. Merci Valentina. De rien. Et donc, est-ce qu'il y a des questions supplémentaires pour nos conférenciers? Sinon, je pourrais continuer avec quelques questions de mon bord. Par exemple, j'avais une question pour Apolline. Je voulais un petit peu que tu me parles un peu de comment la classe de décomposition du bois mort influence la fixation de l'azote. Comment ça fonctionne, les liens entre une différente fixation de l'azote et la classe de décomposition? Ben, en fait, j'ai pas testé dans mon étude, c'est sûr. Là. Moi, j'ai juste mesuré l'activité. Mais la littérature dit que c'est principalement la communauté d'indicateurs qui va changer. Par exemple, selon les différentes... En fait, quelque chose que je vous ai pas présenté ici, mais que j'ai testé dans ce projet-là, c'est que la nitrogénase, qui est l'enzyme qui est responsable de la réduction du diazote, va posséder 3 cœurs métalliques différents. Puis selon le cœur métallique qu'elle a, elle va avoir un facteur de conversion qui va être différent. Et donc, selon la diversité des fixateurs de l'azote, qui vont avoir différentes nitrogénases qui vont être actives dans leur génome, et bon, en fait, on va se rendre compte que ça va utiliser un facteur de conversion qui va être différent. Donc, c'est ce qui peut expliquer que ça varie au cours de la décomposition. C'est juste en fait la proportion des différentes communautés de fixateurs qui va changer au cours de la décomposition. Mais il y a comment? Donc, il y a des bactéries ou des champignons qui sont différents selon la classe de décomposition, c'est ça? Ouais, okay. En abondance puis en diversité. Ok, merci. Et, mais tu peux me rappeler un petit peu, c'est quoi, selon vos estimations, la contribution totale au cycle de l'azote du bois mort versus ce qui se passe dans les sols? Ben moi, dans mon étude, j'ai montré que le savamurier pouvait fixer jusqu'à environ 130 grammes d'azote par hectare et par année, selon les 2 biais que je vous ai présentés ici. Si dans ce projet-là, si je fais la somme de tous les biais que j'ai testés, ça peut monter jusqu'à environ 400 grammes d'azote par hectare et par année. C'est sûr que par rapport au sol, c'est plus faible, parce que le sol, je pense que ça dépend de ton type de sol, là, si tu prends un litière ou pas en compte dans ton sol. Ça peut fixer jusqu'à 2 kg d'azote par hectare et par année. Donc ça reste plus faible. Mais étant donné que l'écosystème est limité, on considère que une petite entrée reste une entrée d'azote dans l'écosystème. Ok. Merci, Apolline.
Est-ce que il y a des points de discussion que les attendants veulent soulever? J'avais une question aussi pour Jean-Philippe, si possible. Oui. Jean-Philippe, je me demandais donc ces liens entre corrélation positive et négative du DHP versus la résistance à la sécheresse. Donc, comment on peut expliquer cela selon toi? Comme j'avais dit, il y a plusieurs facteurs qui étaient différents au niveau des deux sites, là, mais une des hypothèses, c'est probablement que les deux sites, en ayant subi le stress hydrique à des genres différents, peut-être qu'ils étaient comme à des stades de développement. Puis je pense qu'au niveau de Watford, la courbe de croissance, on voyait qu'elle avait déjà commencé à plafonner puis à diminuer. Donc, quand ils ont subi le stress hydrique, il y avait de la compétition entre les arbres. Peut-être que la compétition pour la lumière a influencé dans la réponse à la sécheresse. Puis, il y a plusieurs études justement qui montrent que une intervention d'éclaircie peut avoir un effet positif sur la reprise de croissance après une sécheresse. Donc, peut-être une des hypothèses là, que la compétition entre les arbres peut avoir augmenté la nécessité justement à la lumière, puis donc que les arbres les plus gros, là, la corrélation, c'était avec le diamètre. Sauf que les arbres qui étaient généralement plus gros ont plus d'accès à la lumière. Fait que peut-être que justement la corrélation était positive puisque les arbres étaient plus résistants parce qu'il y avait plus d'accès à la lumière. Au niveau, c'est sûr que là, c'était un stress hydrique, mais probablement qu'il y avait plusieurs justement facteurs environnementaux qui sont entrés dans la réponse à la sécheresse. Puis finalement, les composantes c'est la composante de résistance qu'on calcule, elle prend juste en compte la croissance radiale. Donc, c'est ça, il y a plusieurs facteurs qui sont entrés probablement en compte dans cette résistance-là. OK. Et juste pour savoir, tes sites ont plus ou moins le même âge et Ouais, même quantité? exactement. Il y avait, en fait, ils ont été plantés à la même âge, sauf que c'est 2 ans. Dans le fond, le premier, c'était en 2010, l'autre en 2012, ça fait qu'il y avait 13 et 15 ans. Donc, ça reste quand même jeune. Puis, justement, on sait qu'à très jeune, les plantations sont susceptibles à de la mortalité quand c'est très, très jeune. Puis, la susceptibilité diminue avec l'âge. Donc, ça, c'est une autre hypothèse, là, probablement qu'à cet âge-là, il y a une grosse plasticité au niveau des réponses à la sécheresse pour les arbres. Et je ne suis pas trop familier avec la sélection génétique. Peux-tu m'expliquer un petit peu tes scénarios de sélection, comment ça fonctionne? Oui, dans le fond, je ne suis pas trop entré dans la génétique, mais vu on a un modèle par arbre individuel, ce qui fait que pour chacun des arbres, on obtient une valeur génétique parce qu'on avait une liste d'environ 5000 marqueurs génétiques par arbre. Donc, pour chacun des arbres, on a une valeur génétique pour chacun des caractères qu'on a évalués. Puis, le scénario de sélection, ce qu'on calcule dans le fond, c'est pour chacune des valeurs en croisement, donc la valeur génétique de l'arbre, on pondère, on fait le calcul, donc on veut faire l'addition des valeurs génétiques pour les caractères qu'on veut, puis on pondère en fonction des caractères d'intérêt. Donc, on fait un petit calcul, donc 60%, excusez, pour les valeurs génétiques niveau, au niveau de la hauteur, ce qu'on avait fait, 20% pour la densité, 20% pour la résistance à la sécheresse, puis ce qu'on obtenait, c'est un index de sélection pour chacun des scénarios, pour chacun des individus. Puis, on sélectionnait les individus avec les meilleurs index à partir des valeurs génétiques des individus pour chacun des caractères. OK, donc les individus qui correspondent à cette sélection sont plus susceptibles d'avoir une descendance qui peut être résistante à la sécheresse. Oui, exact. Dans le fond, puisqu'on a fait un scénario de sélection, ben, ça va être des individus qui vont être à la fois résistants à la sécheresse, qui vont avoir une densité accrue du bois, puis finalement qui vont être des individus avec une croissance à hauteur élevée. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc,
s'il n'y a pas d'autres questions, à 11h15, il y aurait la période de pause. On est 3 minutes en avance, mais on peut déjà commencer à aller en pause ou aller se rendre dans le prochain bloc de conférence, selon vos intérêts respectifs. Et je vous remercie énormément pour votre participation aujourd'hui. Et je remercie les conférenciers parce que c'est super intéressant. Et on va se voir dans la continuation du colloque. Donc, je vous rappelle que le prochain bloc de conférence commencera à 11h30. Et il y a 4 groupes, blocs de conférences différents. Donc, bonne continuation et bon colloque de CEF.